La collecte des gros rebuts est une opération importante qui vient avec des coûts et des critères bien précis. C'est la raison pour laquelle le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, tient à aviser la population du mode opératoire à suivre. Parmi les différentes collectes, il y a le bac brun, le bac vert ou noir, le bac bleu, mais il y a aussi celle des gros rebuts. Dans ce cas-ci, il y a des particularités qui lui sont propres et le maire Gino Cyr tient à rappeler que seuls les citoyens qui se sont inscrits sur la liste auront droit au service. Ainsi, rappelle le maire, les gens avaient jusqu'au vendredi 6 octobre midi pour s'inscrire sur la liste de la collecte des gros rebuts. Concrètement, les 125 personnes qui se sont inscrites sur la liste municipale peuvent sortir le gros rebut dès le 30 octobre et la collecte se fera du 1er au 3 novembre. Des rebuts comme des casiers homards, des ordures ménagères ou encore des dalles de béton sont interdits. Ce reportage donc diffuse l'essentiel de la dernière séance municipale qui traite entre autres de recyclage, de la zone d'économie bleue, du projet de déconstruction des bâtiments suivi d'une entrevue avec le maire sur la collecte des gros rebuts. Bonne écoute. Puis on va demander au directeur général, M. Ken Moreau, de nous faire un résumé de la séance extraordinaire du 4 octobre 2023. Merci, M. le maire. Donc, c'était une ordre du jour assez chargée, puis on va avoir aussi des séances extraordinaires là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour faire avancer les dossiers. D'un, pour fermer le projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, mais pour les travaux sur la rue des Pionniers. Puis aussi pour divers travaux qui sont en cours ou en cours de soumission dans le parc industriel des Pêches. Donc, la première décision, c'était à propos de la station de surpression de la rue des Pionniers dans le cadre du programme FIMO. Donc, on était rendu à la phase 2. La phase 1, c'était l'acquisition des équipements, des pompes de surpression, autant pour le résidentiel que pour les installations en sécurité incendie. Donc, la phase 2, dans le cadre de cette résolution-là, c'est qu'on octroyait un contrat de gré à gré à MD Déneigement, M. Mario Méthode, pour la coulée sur place de la chambre de béton, qui est d'assez grande dimension. Donc, c'était une chambre de 3,5 mètres de large par 5 mètres de long par 2,7 mètres de haut. Donc, c'est un bâtiment qui va être sous terre. Ça ne sera pas apparent. On va juste voir un panneau de contrôle. Donc, on avait été en soumission. On avait fait une demande de prix aussi à Béton Provincial. Puis c'était vraiment avantageux, considérant que en plus que le prix était plus bas, on n'avait pas besoin de payer de frais de transport x2 parce que ça arrivait en 2 pièces. Puis en plus de ça, la location d'une grue pour pouvoir l'installer sur place. Donc on a fait une économie appréciable dans ce dossier-là. Donc, les travaux devraient débuter. Bien, ils pourraient débuter à partir de demain même. Puis là, sauf que ce qui a un petit peu retardé, c'est qu'il a fallu qu'on fasse faire des modifications aux plans et devis pour la coulée sur place de l'infrastructure parce qu'on a changé la localisation et la direction de la chambre de béton d'après les plans originaux de Tetra Tech. Fait que là, les modifications aux plans sont faites. On les a reçues aujourd'hui. On peut les remettre à l'entrepreneur dès demain pour qu'il fasse ses travaux. Puis aussi, on a une entente de principe avec le propriétaire. Comme dans tous les dossiers, ça va bien. L'ensemble des propriétaires ils participent beaucoup à permettre la réalisation de travaux. Des fois, ça demande un peu de réflexion pour savoir, veux-tu avoir ça sur mon terrain ou non? Mais on rassure les gens que le produit final, ben ça va pas venir dénaturer la propriété privée. Fait que ça va être promesse tenue, à mon avis. On réussit à livrer là, selon les termes là, de l'entente. Fait que, ben, il va rester l'entente officielle à signer avec le propriétaire, mais on a une entente de principe, donc on peut commencer les travaux. Au niveau des ressources humaines, ben, comme M. le maire l'a dit tantôt, ben, on a procédé à l'embauche d'un directeur des loisirs. C'est un poste par intérim d'une durée de 6 mois. Donc, au terme des 6 mois, ben, on va avoir fait notre évaluation, on va faire nos observations. Mais Tommy, c'est un gars, c'est rare qu'on a ça, une candidature de quelqu'un qui a un cours de technicien en loisirs. Fait que c'était attendu un poste comme ça, puis c'était
le fruit du hasard, parce qu'avant même que Samuel décide de relever d'autres défis avec une autre organisation, puis qui m'en informe, j'avais eu une candidature spontanée. Il avait profité de ses vacances de paternité pour scruter un peu le marché du travail. Puis c'est au niveau du municipal, c'était un point d'intérêt. Fait que là, ben, c'est sûr qu'on avait fait 2 processus d'embauche au cours de la dernière année. Puis c'est lourd, tu sais, partir avec un processus d'embauche. Fait que là, ben, vu qu'on avait quelqu'un qui avait les compétences, qui avait une expérience parce qu'il a travaillé à Carrefour Jeunesse Emploi, puis qui était habitué à travailler différents projets, mais avec des budgets à plus petite échelle, bien, on a décidé de lui donner sa chance en intérim, puis d'évaluer sur cette période de temps-là. Puis après ça, bien, on verra si... mais de toute façon, vous savez qu'il y a le poste de direction, mais il y a aussi le poste de coordonnateur au loisir qu'éventuellement, on veut avoir, hein, parce qu'on l'avait pas renouvelé, ce poste-là, à cause de la COVID. Mais si jamais le poste de direction le satisfait pas ou qu'il pense qu'il serait mieux à la coordination, bien, ça sera peut-être un deuxième choix qui sera ouvert à lui. Mais c'est sûr qu'avec l'ouverture de l'aréna pour la saison hivernale, on avait besoin de quelqu'un à court terme. Fait que là, les transferts de dossiers ont été faits avec Samuel. Fait que là, la vie continue à partir de cette semaine. Fait que là, il occupe officiellement son poste. Donc, pour les locations d'aréna, les palais sportifs, pareil, avec le nouveau gymnase, là, je vais demander aux citoyens de passer par Tommy. Puis, ben, aussi, il y a toujours la possibilité de passer directement par la municipalité, parce que par le secrétaire, parce que c'est un travail d'équipe là, de ce temps-ci, là, en attendant le transfert de tous les dossiers. Mais... en passant, il va rester aussi l'entente à régler avec la commission scolaire avant qu'on puisse officiellement faire les locations, mais c'est quelque chose qui va se faire à court terme. Le point numéro 3, dans la période extraordinaire, il y avait la municipalisation du parc industriel, réfection de bâtiments, entrée électrique, appel d'offres sur invitation. Donc, j'avais besoin de l'autorisation du conseil municipal pour me permettre de sortir en appel d'offres. Parce que derrière l'usine à glace, avec la municipalisation du parc industriel, on a eu des lots, mais on a aussi eu des infrastructures, des bâtiments, puis c'était dans les plans du MAPAC de nous les redonner en bonnes conditions. Donc, ce petit bâtiment-là, où l'ensemble des entrées électriques, des usines, des luminaires de Mérinov, nommés, c'est tout là-dedans, sauf que le bâtiment avait besoin d'un peu d'amour. Fait qu'on s'est, considérant l'estimation des coûts en architecture et en ingénierie, on a décidé de l'offrir sur invitation à nos entrepreneurs locaux, les entrepreneurs généraux. Donc, c'est en cours depuis la semaine dernière. Suite à on a fait presque l'extraordinaire pour ça, pour le sortir le plus rapidement possible pour que les travaux soient complétés avant l'hiver. Point numéro 4, les industries FIPEC Inc. vendent d'une parcelle de l'eau, autorisation et mandat notaire. Donc, ça, c'était un dossier que ça fait longtemps qu'il était sur les planches, mais il fallait l'officialiser par résolution. C'est que là, le processus de municipalisation, il n'était pas fini. T'sais, on avait signé l'acte de cession, mais les documents, il y avait encore des documents qui n'étaient pas signés au niveau des titres de propriété chez le notaire. Donc, c'est sûr que le FIPEC, c'était un projet de rénovation majeure, d'agrandissement. Puis, on devait prendre en charge une partie qu'habituellement, ça aurait été parce vu qu'on n'était pas propriétaire, il fallait l'accompagner dans son projet au niveau de ses besoins superficiaires pour l'agrandissement. Donc, la municipalité m'avait mandaté pour estimer ses besoins. Fait que là, il a fallu qu'on signe une entente officielle sur le coût superficiaire du lot. Donc, c'était pas un grand besoin superficiel, mais au niveau des travaux, c'est qu'il fallait qu'il coupe dans le terrain, c'était une pente, à forte pente. Fait qu'on est allé avec un taux superficiaire de 7 $ du mètre carré. Ce qui faisait, pour le bout de terrain qu'il avait besoin, le conseil municipal accepte la vente d'une parcelle du lot 5 649 602,
une partie de ce lot-là, une parcelle d'une superficie de 790 mètres carrés au montant de 5 530 $ pour son projet d'agrandissement à sa place d'affaires située dans le parc industriel des Pêches. Le point numéro 5, municipalisation de la rue des Bouleaux, mandat notaire. Donc, comme vous avez constaté dans les dernières semaines, on a procédé à un petit prolongement de notre réseau d'aqueduc uniquement, parce que là, il y avait déjà un projet de nouvelle construction, plus les bâtiments qui étaient déjà là. Par contre, avant de faire les travaux, on devait devenir propriétaire de la rue. Puis pour avoir une rue conforme, on y est allé pour une demande d'une largeur de 12 mètres. Fait que les propriétaires du secteur ont cédé à titre gratuit la superficie que la ville avait besoin pour avoir une largeur conforme, puis aussi la longueur, puis un espace pour la virée de camion. Fait que là, on a... dans le fond, c'est ça, c'est que moi, il fallait que je fasse faire une étude de secteur par la firme LSAG. Ils ont déposé des minutes. Donc, après avoir reçu les superficies officielles, il fallait faire passer ça chez le notaire pour en devenir officiellement propriétaire. Donc, ce projet de municipalisation-là, ça comprenait 4 propriétaires ou 4 parcelles de l'eau. La plus grande parcelle était de 3001 mètres carrés, puis la plus petite de 66,8 mètres carrés. Donc, ces propriétaires de l'eau-là, avec une entente qu'on avait signée avant la tenue des travaux, on a réussi à transiger. Il restait juste à l'officialiser chez le notaire. Le point numéro 6, l'avis de motion et dépôt de projet du règlement VGR 730 concernant le règlement sur le droit de préemption. Donc, le droit de préemption, c'est des nouvelles possibilités pour les municipalités lorsqu'on est en développement. Chaque municipalité de la Gaspésie, on a eu un colloque des directeurs municipaux, justement, il y a quelques semaines à Mont-Louis, puis toutes les municipalités sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est des nouvelles possibilités qui se présentent aux municipalités de faire savoir par écrit à chaque propriétaire que la ville pourrait avoir une intention de l'acquérir. Fait que, oui, il y en a toujours la possibilité d'y aller en expropriation, mais cette façon de faire-là, c'est que, en tout ou en partie, si jamais on a un projet qui pourrait toucher un terrain privé ou un terrain commercial, la municipalité, dans un premier temps, doit passer un règlement pour adopter les conditions de préemption, puis de 2, par résolution, d'identifier les lots pour lesquels la ville a un intérêt. Fait que là, la première étape, c'était l'avis de motion pour déposer le règlement. Ce soir, c'est là. Ce soir, on l'adopte officiellement. Fait que le texte comme tel, il est assez... C'est conforme pour l'ensemble des municipalités. C'est juste quand on va cibler nos lots, on doit aviser le propriétaire quel usage on en ferait. Okay? Mais sauf que dans les faits, c'est que personne ne va pouvoir jouer avec cette loi-là. Là. Personne ne va pouvoir jouer avec l'offre et la demande des terrains, puis de jouer avec les prix aussi. Donc, si la ville, par exemple, le propriétaire avait l'intention de le vendre, il avait une promesse d'achat avec un propriétaire X, puis que, mettons, le propriétaire avait décidé, il était prêt à payer 100 000 pour, la ville, nous autres, on a le droit de renchérir. Par contre, le prix qui est mis sur la table, la transaction doit se faire d'une manière ou d'une autre. Okay? Donc, le propriétaire ne peut pas l'acheter à prix réduit après. T'sais. On ne peut pas faire monter les enchères pour essayer d'avoir le montant qu'on veut pour. C'est que dès qu'on embarque dans le processus avec un autre acheteur, on doit s'asseoir à la même table avec des offres qui sont les mêmes, qui sont équivalentes. Donc, d'autres, on embarque comme les autres municipalités dans cette démarche-là. Puis, à l'avenir, dans les prochaines séances de travail, là, on va regarder de façon plus pointue les secteurs où il y a des terrains qui nous intéressent. Donc, à cette séance-là, on a déposé l'avis de motion. Au point 7, c'était l'adoption du second projet du règlement UGR 020 qui concernait
le Airbnb, hein, mais les logements, c'était une autre étape aussi. C'était un mandat qui était issu d'une proposition de Mme Nicolas. Puis fait que là, dans le fond, ce qu'on a travaillé au niveau de l'urbanisme, puis avec la MRC aussi, c'était d'identifier les zones dans lesquelles on permettait la location de logements. La loi, elle a précisé certaines choses par rapport au Airbnb. Par exemple, que tout propriétaire de la ville de Grande-Rivière qui voudrait louer sa maison pour une période de moins de 30 jours, sa résidence principale a la possibilité de le faire. Tout le monde au Québec peut faire ça. Par contre, quelqu'un qui veut acquérir un logement pour en faire un Airbnb, puis en faire la location à courte durée, là, c'est là que la ville devait intervenir puis de cibler des zones. Fait que là, ben ça, c'est un travail qu'on a fait en séance de travail, puis qu'on a regardé le zonage de la ville, puis on a parti avec le point principal que le périmètre d'urbanisation, le centre-ville de Grande-Rivière, ben on préférait le garder pour du logement long terme, pour les familles, pour tout type de logement, mais pas pour la location court terme. Ça fait qu'on a décidé d'opter pour des secteurs qui étaient plus en périphérie du centre-ville. Puis aussi, ben, on avait regardé un autre secteur, celui des chalets. Dans le premier projet, on avait présenté ça à la population. Puis ça, c'était le secteur RU30, dans le secteur des chalets de Saint-Gabriel, puis la route des Rameaux. Fait que là, c'est sûr que là, on avait un enjeu de propriété du chemin des Rameaux entre la municipalité de Sainte-Thérèse. Fait que là, on avait encore plusieurs interrogations là-dessus. Puis pour les chalets, ben, il y avait plusieurs chalets qui étaient sur une propriété privée en location. Puis, selon la recommandation de la MRC, c'est qu'on avait besoin de pousser l'étude de ce secteur-là un petit peu plus loin. Fait que là, ben, c'est sûr que là, on adopte le projet sans le secteur, la zone RU30. Par contre, le travail de fond, il a été fait. C'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes. Par contre, là, on vient l'encadrer d'une façon générale puis sensée aussi. Parce que, tu sais, on avait plusieurs enjeux. On avait le logement étudiant, on avait le logement pour les travailleurs, on avait des demandes, des questionnements qui venaient d'un peu partout, des propriétaires de gîtes, des propriétaires de motels, à savoir comment est-ce qu'on peut trouver une façon, tu sais, la meilleure façon pour que ça réponde au plus grand nombre de demandes. Ça fait qu'on est allé là-dessus, sur ce principe-là, puis je pense que tout le monde a eu l'occasion de donner son... Mais ça, il reste que dans le processus, on a fait des changements du premier projet au deuxième projet. Puis là, à ce soir, on l'adopte. Mais encore une fois, tout n'est pas parfait. Mais puis, hein? On n'adopte pas à soir. J'ai un avis public. Ah, c'est ça, il y a un avis public à faire avant. C'est ça, ouais, avant qu'il soit officiellement adopté. Mais c'est le second projet. Je pense que c'est la version finale pour l'instant. C'était tout. Après ça, c'était la période de questions, la levée de la séance, M. le maire. Comme vous avez pu voir, ça a été une grosse séance extraordinaire. Ouais. On sera rendu au point 3. Selon l'ordre du jour, on est rendu à information au conseil et correspondance. C'est parce que ça décale là, à la suite. Là. Donc, je vais y aller, information au conseil, avant d'y aller avec laisser la parole pour le tour de table des officiers. Donc, au niveau de la correspondance, là, rapidement, on a reçu, là, aujourd'hui, j'ai reçu une demande là, pour... il y a une dégustation des produits du terroir qui va avoir lieu à l'École des pêches le 10 novembre. C'est au profit de la Fondation du 6 là, du Rocher-Percé. Donc, j'ai des billets ici, mais étant donné que j'ai ça aujourd'hui, étant donné qu'on a une séance extraordinaire de prévue aussi cette semaine, donc on va traiter ce point-là à ce moment-là. J'ai reçu aussi là, une correspondance là, en date là, du 13 septembre, là, prolongement de la rue de la Paix, qui est une demande là, des propriétaires pour céder une partie de terrain qui sera disponible à nous rencontrer. Donc, lors de la séance extraordinaire, là, on va discuter aussi de cette demande-là aussi. On a reçu aussi par correspondance écrite la correcte, comme quoi qui est au niveau de
L'objet, c'est l'incidence du projet de loi là, sur l'organisation du COREC et ses municipalités et ses membres. Donc, je pense que c'est plus au niveau de la gouvernance. Là, ils proposent là, certaines modifications. Donc, ils ne nous demandent pas de faire des interventions, mais ils voulaient au moins nous informer que ça va avoir des incidences. Donc, on tiendra au courant de ce qui concerne toutes les lignes, là, entre autres le 911, puis service incendie, etc. J'ai reçu aussi là, acquis de droit là, par un citoyen. Je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est à propos de la réglementation des remorques, le container. Donc, c'est adressé là, pour dénoncer, mettons, une situation. Donc, étant donné que ça a été reçu par la greffière, ça avait été remis là, directement là, à l'inspecteur là, municipal, puis aussi là, au côté aviseur légal, là, puis le directeur général pour pouvoir traiter au niveau de la demande. C'est concernant la réglementation des remorques et les containers. Donc, je profite de l'occasion. C'est une réglementation qui est en place, là, je vous dirais, depuis les débuts des années 2000, sauf que c'est à partir de 2000... je pense que c'était dans la fin de mon premier mandat là, qu'on avait commencé, là, on avait décidé de le mettre en application. Puis là, il y a eu le COVID, mais c'est sûr, certain qu'on doit travailler pour faire en sorte de la réglementation. Donc, on est allé par étapes, là, étant donné qu'on avait certains dossiers. Mais en tout cas, ça va être remis là, à l'inspecteur. Ce site-là, c'est concernant une demande de danse. Ça va être traité tantôt. On a reçu aussi là, correspondance là, gestion de la matière résiduelle sur le territoire de la MRC Rocher-Percé au niveau des administrations portuaires. Ça a été adressé là, à la directrice générale puis de la MRC. Donc, les maires ont été en copie. En ce qui concerne là, toute la gestion là, de la collecte pendant la période là, de la haute saison de la pêche, là, ça occasionne certaines problématiques. Donc, il y a certaines anomalies dans lesquelles on doit là, faire des efforts. Donc, il y a des implications des administrateurs. Donc, on a reçu une lettre là, du MPO. Là, j'en ai pris connaissance. Là, c'est à peu près là, c'est 3-4 pages. Là, ça explique là, de façon assez bien là, les défis qu'on a à relever. Donc, je pense qu'il y a une réponse qui va être adressée là, à M. Accroux. Puis, effectivement, il va falloir que autant les municipalités, la MRC, même le MPO, là, puis les administrations portuaires, on travaille ensemble pour essayer de trouver là, des solutions là, qui perdurent dans le temps. L'autre dossier que je voulais parler aussi, au niveau du dossier des grosses collectes, là, ben, je vous dirais que l'année 2023, les années antérieures, c'était la COVID, là, mais l'année 2023, c'est vraiment là, les matières résiduelles là, qu'on parle beaucoup, là, et c'est ça. Donc, on est allé, là, comme vous le savez, au printemps. On avait été en appel d'offres, puis les montants reçus, c'est dépassé la limite là, octroyée. Là, je pense que c'est 121 800. Donc, étant donné que les offres sont au-dessus de ce montant-là, on avait décidé cet automne d'y aller là, par une collecte sélective. Donc, comme vous le savez, là, tous les gens avaient à s'inscrire jusqu'au 6 octobre. Donc, on a une liste. Étant donné que le point est à l'ordre du jour, bien, on pourra peut-être donner un petit peu plus d'informations. Mais tout ça pour dire, c'est que malgré avec une collecte sélective, là, on avait budgété là, au niveau de la MRC un montant d'environ 77 000 là, pour la collecte. Là. On fait les références avec les montants. Puis, comme le directeur général l'a expliqué tantôt, ben, les montants reçus, là, c'était au-dessous de la limite permise qui nous empêchait de faire une entente là, parce qu'on ne respectait pas là, le montant qui était fixé. Donc, je vous dirais que avec les montants qu'on voit présentement, c'est sûr que le 121 000, là, ça ne tient plus. Là. Il va falloir là, apporter en tout cas, faire des démarches pour que ce montant-là soit un petit peu plus élevé parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des appels d'offres et qu'on n'est pas en mesure de pouvoir s'entendre. On avait une autre demande site qu'on va traiter tantôt. Correspondance aussi, là, campagne là, d'automne 2023, la ressource.
d'aide aux personnes handicapées. On va traiter ça là, à la séance extraordinaire. On avait une demande aussi concernant le projet là, d'aquaponique là, avec l'EPAC puis les polyvalents. Donc, je pense que ça fait 2 ans qu'on est partenaire, là, mais cette année, là, on va regarder c'était quoi les résultats. Là, j'aimerais voir, là, oui, on a une demande, là, mais j'aimerais avoir des informations là, au niveau du rapport, qu'est-ce qui avait été réalisé. Puis on pourra peut-être là, traiter cette demande-là là, à la prochaine séance. On avait reçu aussi une lettre là, de remerciement en date du 2 octobre là, pour l'association là, du cancer de l'Est qui nous a invités là, qui nous invite à marcher là, le 14 octobre là, à 13h30. Donc, ils sont bien contents là, qu'on participe là, puis pour le don qui a été remis là, pour la cause. Moi, au niveau des autres points que je voulais aborder, mais comme vous le savez, là, c'est une habitude que je fais. Là, l'année financière se termine au 31 décembre. Donc, cette année, là, comme d'habitude, après 3 trimestres, là, je demande toujours là, au directeur financier d'avoir un peu une idée là, des estimations au niveau des revenus de la ville versus les dépenses à engager au 30 septembre, ça, Jacques, qui m'a été remis? 31 août, celui-là? OK. Donc, il reste les 3 mois. Là, il reste là, d'ici au 31 décembre. Donc, présentement, là, au niveau des revenus, là, sans nécessairement aller dans les détails, là, je vous dirais qu'on parle peut-être d'un surplus estimé là, d'à peu près là, 175 000. Ça a changé. Non, pas pour le moment, mais lui que je vais faire au 30 septembre va être un peu plus précis. Là. OK. Que normalement, là, avec ça comprend, je vous dirais qu'avec le budget qui a été adopté au début de l'année, avec les dépenses encouru, ce qui avait été adopté, donc en date là, du 1er septembre, présentement, là, on aura un surplus de 177 000 si on ne dépasse pas les résiduels jusqu'au 31 décembre. Oui. Ça comprend les prévisions jusqu'au 31 décembre. Ouais. Parfait, merci. Autre dossier, je ne sais pas si les gens là, avaient pris le temps là, pour les gens qui sont abonnés là, aux affaires. Donc, il y avait un article là, qui avait apparu, là, plongé dans l'économie bleue. Donc, juste pour dire, là, j'avais juste fait une petite. J'avais fait un screen là, de la page là, qui parle un peu là, de la zone de l'économie bleue à Grande-Rivière. Donc, je vous dirais que c'est des articles là, de, mettons, 4 pages là, qui passent dans le Journal des Affaires, qui positionnent la ville de Grande-Rivière ainsi que la ville de Rimouski au niveau des retombées potentielles. Donc, je pense qu'on peut être fier que la ville de Grande-Rivière soit dans le Journal des Affaires puis qu'on est partie prenante de cette belle initiative-là. Comme vous le savez, j'ai participé aussi à l'événement là, FQM. Donc, au départ, on était sur une liste d'attente. Je vous dirais qu'il y avait pratiquement 2000 élus. Il y avait environ 1100 municipalités qui étaient présentes. Donc, quand on a voulu s'inscrire, on était sur une liste d'attente. Donc, à un moment donné, là, on a eu de la place disponible, donc j'ai pu m'inscrire. Donc, je me suis inscrit, puis en même temps, je m'avais inscrit pour les FQM. Donc, l'inscription là, par participant, les membres, c'est 1207 et 74. Puis, je m'avais inscrit aussi là, à l'événement Futur Océan qui va avoir lieu le 15-16 novembre au montant de 528,08. Donc, si vous allez voir dans le compte de dépenses, là, un montant de 1735,82 qui comprend ça, mais qui ne comprend pas nécessairement mes frais de déplacement. Puis au niveau du Futur Océan, je me suis inscrit, comme vous le savez, étant donné qu'on est dans la démarche de l'économie bleue. Donc, on a invitation là, du maire de Rimouski de participer à cet événement-là. On avait aussi là, une demande de commandite 2023-2024 là, TV communautaire Rocher-Percé, donc ça va être traité en séance extraordinaire aussi.
On avait aussi là, une demande là, d'avis, un audit au niveau de l'enrochement de rue Bordelot, là, que M. le directeur général, je vais juste vous laisser là, avec les affaires municipales, là, juste expliquer c'était quoi, qu'est-ce qu'il en était à ce niveau-là. Puis dans le cadre là, du mois d'octobre, sur certains dossiers qu'on a travaillé, là, il y a eu une présentation dans laquelle que je pouvais pas être, que je n'étais pas présent parce que j'étais au Saguenay, mais on a eu une présentation là, avec des gens d'affaires là, pour des projets de développement à Grande-Rivière pour être en mesure de pouvoir là, comprendre un peu là, les incitatifs financiers. Puis il y avait une firme de l'extérieur là, qui travaillait d'habitude sur des gros projets porteurs là, en milieu urbain qui était là un peu pour soutenir là, puis répondre à l'ensemble des questions des membres présents. Je profite de l'occasion pour remercier M. Gaston Leblanc qui a été un peu le représentant de la ville qui a participé à cet événement-là. On a poursuivi aussi nos démarches là, au niveau du dossier de la rive. Donc, au niveau de la UFKM, là, il y a une résolution qui va être passée à soir. Là, on demande, c'est sûr, certains aux deux paliers de gouvernement. C'est qu'entre autres, présentement, il y a un fonds. Il y a des fonds disponibles pour les logements fédéraux, mais étant donné qu'il n'y a pas d'entente Canada-Québec à cause de la loi M30, présentement, le Québec ne peut pas bénéficier de cet argent-là. Donc, si les gens suivent un peu l'actualité, on parle peut-être éventuellement, mettons, un accord de 900 millions qui bénéficie plus à 800, c'est à peu près 1,7 milliard. Donc, on a présenté dernièrement le dossier de la rive, là, qu'on n'était pas en mesure de pouvoir attacher le financement fédéral. Donc, la résolution qu'on passe ce soir, là, c'est pour faire en sorte de prioriser notre dossier. Suite aux démarches qu'on a faites là, au niveau politique là, pour s'assurer de prioriser notre dossier parce qu'au niveau des 12 unités, là, on a effectivement besoin à Grande-Rivière. Autre dossier que je voulais parler, dossier éco-centre. Comme les gens là, ont pu le voir, c'est qu'on a une nouvelle horaire maintenant. C'est du mardi au samedi. Donc, on avait un exploitant local qui gérait, que son contrat est terminé, étant donné qu'on est allé en appel d'offres. Comme on a expliqué, que soit les devis n'étaient pas conformes, ou bien que c'est en dehors du prix là, dans lequel qu'on était en mesure de pouvoir s'entendre à cause de la gestion des politiques. Fait en sorte qu'on s'en avait entendu avec l'entrepreneur là, pour opérer pendant la période estivale. Mais pour cet automne, on est retourné en appel d'offres, puis il n'y a personne qui a soumissionné. Donc, présentement, je vous dirais que c'est géré par la régie intermunicipale, en partenariat un peu avec la ville, avec les entrepreneurs, qui occasionne là, beaucoup de casse-tête. Là. Puis je tiens à remercier l'équipe à Nathalie Drapeau là, de prendre ce dossier-là, parce que autant au niveau de la gestion là, des éco-centres, des éco-brands, j'ai même participé là, la semaine passée là, à une séance de travail là, au niveau des budgets, des prochains budgets de gestion de la matière résiduelle. Là, je vous dirais que on parle peut-être d'une augmentation de coût de budget d'environ 10 % minimum. Donc, on parle d'une augmentation d'1 million et plus. C'est sûr, certain qu'il y a une équipe là, qui est mise en place. Il y a divers scénarios qui sont en analyse présentement. Mais il va falloir qu'on innove, qu'on trouve d'autres façons. Puis il va falloir s'assurer, avec l'ensemble de la population, de s'assurer à l'avenir que ce qui est compost va au compost. Puis que concernant au niveau du recyclage, qu'on s'assure d'avoir les bons produits que vos recyclages. Puis des produits là, qui n'est pas nécessairement périmés puis infectés, parce que des fois, ça fait en sorte que c'est comme la double manipulation. T'sais. On envoie en réalité des produits au centre de tri qui ne vont pas nécessairement là, qui fait en sorte que c'est des produits qui sont contaminés, donc, qui doivent être redirigés vers le LET. Donc, ça occasionne des coûts supplémentaires. Groupe Bouffard qui a été acheté par Matrec, puis il semblerait-il que Matrec vient de se faire acheter par une autre compagnie. Donc, on est pris dans un contexte là, de monopole. Donc, tout ça que je peux juste vous dire que la gestion des matières résiduelles, là, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est compliqué. Puis, si on se prend pas en main, là, on va payer la note.
Puis je vous dirais que quand on fait le calcul, là, présentement, vous regardez sur votre compte de taxes, là, on paye 300 $ annuellement. C'est 300 $, mais ça comprend qu'on a de la collecte, les déchets, le recyclage, aussi le compostage, puis on avait les dossiers encombrants, puis c'est aux 2-3 semaines là, pour 300 $. Donc, calculez-les là, par semaine, là, ben, c'est à peu près 5,50 $ par semaine pour avoir ce service-là. Puis là, présentement, tous les coûts explosent. Donc, la seule chose que je peux vous dire, qu'on est dans un contexte d'inflation présentement. Donc, le budget 2024, là, déjà là, je sais déjà qu'il y a une augmentation de 10 %. Puis juste pour vous dire, au niveau de la MRC, l'année passée, là, sur 650 000, si je ne me trompe pas, Jacques, mais c'était pratiquement 612 000 $ juste la redevance de la MRC. Puis là-dessus, là, il y a 87 % qui est uniquement pour la gestion des matières résiduelles. Donc, si on parle de 10 % là, faites le calcul, ça veut dire que c'est minimum 65 000, 70 000 $ de plus juste pour cette partie-là. Donc, il faut rester positif, là. Donc, c'est pour ça que ce soir, on est bien content d'avoir notre nouveau directeur de loisirs communautaire, culturel. Là. On a des beaux défis à relever. Là. Je te dirais que c'est le fun du 109. Là, puis, ça va nous permettre... On a eu une rencontre dernièrement avec la rencontre du club de soccer. Donc, dans lequel j'ai eu la participation là, avec le conseiller en loisirs, le directeur général, puis ça me suit Méthode, puis la présidente. Donc, on a discuté au niveau de l'entente. Donc, on va régulariser ce qu'on était cette année. On va budgéter ce qui est prévu pour l'année prochaine. On va parler aussi là, de l'entente là, cadre qu'il y a avec la ville de Ranvière puis la ville de Chandler. Donc, au niveau de la coordinatrice qui est en place. Donc, on veut faire une évaluation. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Donc, on va travailler là-dessus. Puis moi, je pense aussi qu'on va profiter de l'occasion aussi que... sachant que j'ai plusieurs organismes présentement après la COVID, que ce soit là, le Cercle des infirmières, que ce soit les chevaliers de Colonce, que ce soit certains organismes, là, où je considère qu'il y a comme un essoufflement présentement au niveau de bénévoles. Donc, on va mettre une stratégie en place là, pour d'attraction de bénévoles, de bien encadrer nos organismes communautaires, puis on va profiter aussi de l'occasion aussi pour travailler avec... le comité de loisirs là, pour s'assurer du travail qui avait été fait, là, soutenu entre autres par le directeur par le conseiller en loisirs au niveau des règlements généraux. Donc, on va s'assurer que la charte répond bien aux besoins. Donc, on va structurer. Donc, on a des beaux défis. Donc, on va travailler ça en équipe. Puis, je sais qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent là, pour au niveau loisirs, mais on attend d'avoir quelques petites finalité là, pour s'assurer là, de vous dire là, les bonnes annonces qui s'en viennent dans ce dossier-là. Donc, moi, ça fait pas mal le tour. Donc, concernant au niveau de la correspondance puis le mot du maire, donc, je passerai la parole là, aux officiers. Donc, on pourra débuter avec le directeur général, M. Ken Moreau. Bien, tant qu'à parler de matière résiduelle, peut-être revenir sur la nouvelle qui est sortie officiellement en communiqué il y a 2 semaines sur notre projet de déconstruction dirigé avec la valorisation. Tu sais, on est parti sans connaître vraiment la finalité de ce projet-là parce que c'était un projet qui était novateur au Québec. Personne n'avait osé embarquer dans un tel projet, puis aussi de documenter. On ne savait pas si ça aurait coûté plus cher, moins cher, mais heureusement, les conclusions de l'étude de la régie, pour donner seulement les grandes lignes, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, c'est que de un, on a fait une économie de 2 %. C'est pas la mer à boire, 2 % sur un gros projet de même, mais c'était quand même un projet de plus de 150 000 $. Si on avait tout simplement démoli puis envoyé tout ce matériel-là vers le thé de Gaspé. Parce que quand on démolit, c'est container puis c'est des frais pour le transport pur et simple. Fait que là, dans le fond, une économie financière de 2 %, mais aussi au niveau de notre trace environnementale,
de revaloriser que les citoyens de la ville de Grande-Rivière réutilisent 135 tonnes de matériel. C'est pas peu dire. Puis ce qui est le fun, c'est que on ne l'a pas partagé comme tel, mais elle a dit les grandes lignes, Nathalie, là, mais il y a eu des projets de toutes sortes avec ça, puis des beaux projets qui se sont faits avec les matériaux. C'est sûr que les dernières ventes étaient un petit peu moins intéressantes, mais on baissait toujours les prix. Puis comme en fin de semaine, là, on ne s'attendait pas qu'il y aurait autant de matière qui a ressorti, mais il y en a beaucoup. On n'a pas fait 1 million avec ça, on a fait environ 1000 pièces, mais il reste que la quantité, elle a beaucoup diminué. Fait que là, c'est sûr que toute chose a une fin. Là, je pense qu'on a fait notre effort de revaloriser 135 tonnes. Il y a des matériaux aussi qui n'ont pas été comptabilisés là-dedans que la municipalité, on va réutiliser aussi. Par exemple, je pense au revêtement extérieur de la caserne. Là. Il a fallu qu'on en change parce qu'il y avait un problème d'infiltration des places, puis au niveau de la conformité. Sauf que des projets, on en a plein la tête, puis on est capable de le faire à coût moindre. Puis il y a des matériaux qui vont être réutilisés à d'autres fins dans les projets de loisirs. Là. Fait que qu'on n'a pas besoin de l'étanchéité qu'on avait besoin pour un bâtiment d'utilité publique. Fait que ça s'ajoute aux bonnes nouvelles. Fait que, il y a plusieurs plateformes qu'on ne connaît pas au niveau au niveau environnemental. Là. Puis cette nouvelle-là, elle a fait, je pense, le tour du Québec, puis ça a suscité beaucoup de questionnements, autant à Nathalie qu'à moi. Le même type de réaction que la réutilisation du verre là, dans nos abrasifs ou comme là, la rue des Bouleaux, là, c'est notre première rue que du début, le prolongement, les travaux qu'on a fait là, sur 100 quelques mètres, là, on a fait l'isolation de notre canalisation d'aqueduc avec le verre, puis on l'a installé tel que l'étude de la régie le proposait pour que ce soit de plus en plus efficace. Fait que je pense que il faut continuer, en tant que municipalité, à être novateur, à essayer des choses, puis à ne pas avoir peur des conclusions. C'est sûr que j'aurais été moins volubile de vous annoncer si, mettons, les conclusions ça aurait été négatif, mais au moins, on aurait eu l'audace de l'essayer, puis je pense que ça a apporté ses fruits. Puis je pense que tout le monde ensemble, c'est à se féliciter, autant la régie que la ville, que tout le monde, les employés municipaux ont participé à ça. Il y a des citoyens qui ont trouvé des projets pas à peu près, puis ils ont porté un message positif à ça. Puis merci aussi aux citoyens du coin. Là. Je vois il y a des gens qui restent sur la rue de l'Hôtel de Ville, là, puis même les gens de l'OMH qui ont enduré, parce que là, ça va disparaître, là, ce qui reste là, dans les prochains jours, parce qu'on s'attend qu'avant l'arrivée de l'hiver, il n'y aura plus rien. Là, on va tout nettoyer, puis là, on a de la terre de finition pour tout se faire une petite beauté au terrain aussi. Mais je pense que le secteur va vraiment être valorisé comme on s'attendait de le faire avant le début de la construction des logements locatifs. Parlant de logements locatifs, on a tenu une rencontre aussi l'autre fois avec les membres de la Corporation de développement économique qui ont participé, puis même des gens qui étaient à l'extérieur, qui n'étaient pas membres de la Corporation de développement économique, mais qui avaient de l'intérêt pour prendre l'information sur le programme SCHL Select. Fait qu'il y a des gens qui étaient spécialisés dans ce type de financement de grands projets-là, puis qui sont venus expliquer aux gens qui peut-être éventuellement vont investir à la construction de logements, pas pour les gens à faible revenu, bien entendu, mais pour ce type de logement-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour bénéficier d'un financement bonifié comparativement au financement SCHL. Puis je pense qu'il y a eu de l'écoute. Ça a créé des nouveaux liens d'affaires, j'ai vu entre les personnes qui ont participé, mais aussi ça a donné l'occasion aux investisseurs qui avaient des craintes d'apporter leurs idées pour bonifier le projet. Puis il y a eu des recommandations qui ont été faites à la fin de cette rencontre-là, puis qui vont être mises de l'avant à très court terme. Je change complètement d'idée. Je voulais vous parler des haltes routières. À partir de demain, je voulais vous informer que la halte routière de Grande-Rivière-Ouest à la Barboteuse, le bâtiment, parce que le bloc sanitaire, là, il va être fermé. Habituellement, celui-là, il reste ouvert jusqu'à une semaine après la chasse. Mais là, depuis le début de l'été, là, on a des méfaits. Il y a du monde qui
qui bouchent les toilettes, les lavabos, qui font des sculptures sur les murs. On entend vraiment c'est qui fait le va-et-vient là. Mais depuis qu'on a installé les lumières du côté du parc, c'est sûr que ça attire beaucoup de monde jusqu'à 9 h. Puis quand ça ferme à 9 h, il y a des gens qui vont là puis font des dégâts. Fait que c'est sûr que au niveau de l'entretien, je pense à nos 2 personnes qui sont attitrées à l'entretien des haltes, là, Raymond et Réjeanne, de se lever le matin plus tôt qu'à l'habitude par crainte qu'il y ait un dégât qui a été fait. Puis effectivement, plusieurs fois cet été, il allait à 5h30 parce qu'il avait peur que les touristes arrivaient là puis que ça passait sur leur dos. Mais il faisait vraiment le travail comme il faisait, comme il fallait. Mais il y a tout le temps des gens qui passaient en arrière puis qui, en soirée, allaient faire des dégâts. Ça fait que là, on a décidé que c'était assez le temps. C'était comme un coup d'épée dans l'eau à la fin. Là, on passait notre temps à les nettoyer ça. Puis si c'était juste de faire des messes de papier de toilette, mais c'était de boucher les tuyaux de lavabo, boucher les toilettes avec des quantités, parce qu'on avait des gros rouleaux de papier de toilette. Fait que pour cette année, on a décidé de le fermer 2 semaines d'avance. Mais par contre, on va garder celle du côté du côté est là, de Lancelot. Elle va rester ouverte. Les toilettes, là, ça va numéro 1. Il n'y a pas de bris, il n'y a pas rien. Puis ça, on va le garder parce que dans le temps de la chasse, même les camionneurs, il n'y en a plus de place pour arrêter. Puis si on pourrait les garder à l'année, je pense que ça serait un service que ça vaudrait la peine d'être mis de l'avant. Mais en tout cas, on verra. Puis la halte berger aussi, elle va être fermée. Ça, c'est le problème, c'est tout le temps l'eau que les gens restent ouverts. Puis c'est une tank fermée, une tank septique fermée. Puis on a besoin, on doit faire appel régulièrement au service là, de différentes compagnies qui font du service de pompage pour venir la vider. Ça fait que c'est des frais sans bon sens. À un moment donné, il va falloir qu'on se penche là-dessus à savoir, on continue-tu à mettre de l'argent pour... en tout cas, on va regarder ce problème-là de près. Puis en passant, tant qu'à parler là, des 2 personnes qui font l'entretien, peut-être dire félicitations à Raymond aussi, qui a fait les fleurs, l'entretien paysager de partout, des félicitations de partout, les fleurs à l'hôtel de ville, c'est de toute beauté, au parc commémoratif, les haies dans les haltes routières, c'est des choses que, par amour, pour les aménagements paysagers, là, il se donne à cœur, puis même, il laisse pas une fleur mourir ici, il échange par des neuves, puis je pense qu'il fait... Ouais, il fait toute une job, fait que j'en profite en cette conclusion de la période estivale, peut-être d'y donner ces titres de noblesse. Au niveau de la gestion des eaux aussi, un autre dossier, mais je veux laisser peut-être Philippe en parler. Tu sais, ça, la semaine dernière, on a réalisé un projet que ça fait longtemps qu'on voulait réaliser. C'était de gérer les eaux pluviales de la rue du Parc. On a fait plusieurs petites interventions, mais on n'avait jamais le budget nécessaire pour donner le coup de bord pour que ce soit efficace. Mais en tout cas, je ne veux pas conclure tout de suite que c'est efficace, mais ce qu'il fallait faire au niveau du creusage des fossés du côté ouest de la rue du Parc, l'installation de ponceaux, le surdimensionnement de ponceaux. Puis encore une fois, si ça a été rendu possible cette année, c'est à cause du programme d'aide à la voirie locale du MTQ, ce qu'on est allé chercher encore un autre 50 000 piastres là, à la volée là, pour le volet entretien des routes locales. Fait que c'est 2 années de suite qu'on est allé chercher ce montant-là. L'année passée, tout le secteur ouest en a bénéficié, rue des Pionniers, rue de la Bellevue. Mais là, cette année, on a décidé enfin, là, on allait mettre le gros. Mais on a fait aussi l'amélioration des fossés dans la rue de la Paix. Puis là, on n'a pas fini. Là. Il y a le haut de la rue du Parc à faire. Fait que, mais c'est rendu possible grâce à cette aide financière-là, mais aussi grâce aux citoyens qui nous qui nous donne des servitudes, la permission. Puis avant d'y aller, là, des fois, on n'est pas sûr. Ça va-tu prendre un ponceau fermé ou qu'on garde un... on s'en va là avec une ligne de travail, mais des fois, sans être sûr, ça va être quoi la finalité. Fait qu'au lieu de faire des ententes, parce qu'on va écrire n'importe quoi puis qu'on va le modifier après, on y va avec une entente de principe pour que les gens, je pense qu'ils nous font confiance qu'on ne fait pas juste passer des tuyaux et creuser des trous. Là. On est là pour finir le devant des terrains puis d'harmoniser ça avec le secteur. Puis je pense que le directeur des travaux publics, il a fait
vraiment avec nos employés, puis encore une fois, en partenariat avec nos entrepreneurs privés, un esprit de bel job. Les encombrants, ça a pris beaucoup de place dans votre dernière séance. Sur la place publique, on en parle aussi. Juste résumer cette situation des encombrants parce que, en d'autres mots, lors de la dernière séance, vous lanciez l'appel à la population un peu de prendre leur propre responsabilité en ce sens parce qu'il y a des coûts attachés à ce type de service public. Bien, au niveau des encombrants, là, je pourrais peut-être parler des encombrants, qu'est-ce qui est en place, puis après, je pourrais peut-être parler plus de façon générale de la gestion des matières résiduelles. Oui. Bon, au niveau des encombrants, bien, comme vous le savez, ce printemps, la volonté du conseil, là, on voulait s'assurer de faire, d'être en mesure de pouvoir ramasser au début de l'année. Donc, on doit entamer les processus avec un cahier de charge, on a un appel d'offres. Puis, mais par contre, nous autres, on doit respecter une certaine politique. Il y a un prix, là, il y a un coût, c'est 121 800. Quand on reçoit une soumission qui est conforme, en bas de 121 800, si c'est conforme, puis le prix est en bas de 121 800, bien, on est en mesure de pouvoir octroyer le contrat. Si la soumission est conforme, mais que le prix est au-dessus de 121 800, ben on peut pas octroyer le contrat. Donc, de dégrader, il faut vraiment d'aller sur le SEAO, etc. Donc, qui font en sorte que nous autres, c'est sûr et certain que le dernier budget pour les gros robustes, c'est à peu près, je pense, de mémoire, 77 000 qui avait été accordé. Puis là, le fait qu'on s'en va en appel d'offres, oui, on a eu une soumission. C'est correct, sauf qu'être au-delà de 121 800 fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de donner le contrat. Là, on était vraiment face à une situation, ben on fait quoi? Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on est chanceux du leadership de Mme Nathalie Drapeau, là, de la régie. Oui. Puis qu'on s'est réunis, le conseil, avec la directrice générale Christine Roussy. Puis, on veut pas, c'était un casse-tête, là, parce qu'on fait quoi? Donc là, on est arrivé à une solution. C'est que, comme vous le savez, là, étant donné que ce printemps, ça dépassait le 121 800, ben on s'est dit, ben là, on va aller avec une collecte sélective. Donc, au lieu de couvrir la MRC au complet, c'est que les gens avaient jusqu'au vendredi 6 octobre midi. C'est les gens qui t'inscrivent sur une liste. C'est juste pour dire à la population, là, c'est que présentement, pour la municipalité de Grande-Rivière, on a une liste des gens qui sont inscrits. Donc, le message que je veux juste dire, c'est que pour cette année, c'est sûr certain que si vous mettez des choses au chemin puis vous n'êtes pas inscrit, bien, soyez pas surpris que c'est pas ramassé parce qu'il y avait un processus puis on doit le respecter parce qu'on s'est octroyé un budget en conséquence. Puis nous, à partir du budget qui nous a été octroyé à la Ville, on a 125 personnes qui sont inscrites à cette liste-là. Donc, à partir de la liste présentement, la municipalité, avec son effectif, on doit travailler là, en partenariat avec des entrepreneurs locaux pour être en mesure de recueillir, mettons, l'ensemble de la collecte. Puis c'est prévu entre le 1er puis le 3 novembre. Bon, dans vous avez voté une résolution. Oui. Demandant un report de la date, si j'ai bien compris? Ben, c'est ça. C'est en réalité, c'est que ce qu'on avait dit, l'option qu'on avait été pour la collecte sélective, on s'avait dit, bon, on va, mettons, l'inscription jusqu'au 6 octobre. OK? Puis après, ben, l'entrepreneur qui a eu le contrat, ben, on commençait par la municipalité de Port-Neuf-Gascon, puis ensuite Chandler. Puis nous, ben, normalement, ce qui avait été prévu dans cette période-là, c'était la collecte se faisait entre le 20 puis le 24 octobre. Dans votre cas à Grande-Rivière? Pour la municipalité de Grande-Rivière. OK, oui. Le 20 et 24 octobre. Étant donné qu'on n'est pas été en mesure d'avoir un soumissionnaire conforme selon la politique, donc la solution alternative, c'est qu'il nous a été... Les municipalités, on devient un peu comme les mandataires de services pour être en mesure de faire la collecte cette année. Mais là, il faut qu'on se réorganise. Puis le gros défi, ben il y a la période hivernale qui s'en vient. Hein. Puis nous, ben, face au MTQ, on a l'obligation que pour certains camions, qu'on est déjà prêt. Parce que, comme vous le savez, là, il y a déjà neigé tôt dans une année. Donc, il faut que nos équipements soient prêts pour aller sur le chemin.
Puis là, ben, le 24 octobre, ben là, quand on a su qu'on n'était pas en mesure d'avoir, mettons, un soumissionnaire, ben là, il fallait se virer de bord. Puis là, la solution qui a été décidée, ben, chaque municipalité prenait la responsabilité avec des entrepreneurs locaux de s'organiser à partir de la liste pour faire la collecte là, des rebuts. Puis nous, à Grande-Rivière, ben, c'était le 20-24. Là, il y a la période de la chasse qui s'en vient. T'sais, normalement, là, les travaux publics, ils ont une séance de travail de planifier. Puis on sait très bien que pendant la période de chasse, c'est le personnel réduit, mais il y a une planification de travail. Dans ce contexte-là, ben, le directeur de travaux publics, c'est comme une tâche supplémentaire qui est rentrée. Puis, avant qu'on a regardé avec les entrepreneurs pour s'assurer d'être en mesure de s'entendre avec des entrepreneurs locaux sur les services, que présentement, ce qui est entendu, c'est que la collecte va se faire entre le 1er puis le 3 novembre à Grande-Rivière. C'est pour les gens qui sont inscrits à la liste. Les 125. Les 125. Je sais que présentement, il y a déjà des gens qui ont mis des rebuts au chemin. Bien, le post que j'ai fait un matin, il y a des gens qui m'ont posé la question. Bien là, vu que ça a été retardé, il y en a qui ont déjà mis les choses des chemins. Moi, ce que je demande aux gens, c'est une collaboration. On demande aux gens de mettre uniquement les rebuts à partir du 30 octobre. Donc, les gens qui n'ont pas encore mis les rebuts au chemin, bien, on vous demanderait de les mettre au chemin au 30 octobre parce que la collecte va se faire le 1er au 3. Donc, les gens qui ont déjà mis, mettons, les choses au chemin, bien là, écoutez, je ne vous demanderai pas de les ramasser, là, mais je demanderai aux gens d'attendre au plus tard le 30 octobre pour mettre les rebuts parce que ça va se faire le 1er puis le 3. Puis en plus, je profite de l'occasion, c'est que je vais mettre là, on va partager les matières acceptées puis les matières refusées. Là. Fait que là, tu sais, l'inquiétude qu'on a aussi, nous autres, à la municipalité, c'est que là, il y a plusieurs gens qui vont appeler pour avoir de l'information. Bien, moi, je pense qu'il faut utiliser les outils médias sociaux pour s'assurer d'avoir l'information. Au pire, appeler directement la régie intermunicipale pour aller chercher l'information, mais il y a des matières qui sont refusées. Là. Oui. Fait que, tu sais, juste pour vous dire, là, grosso modo, là, exemple, des casiers en mort, des ordures ménagères, des balançoires non démontés, les bâtons, les briques, pierres, les dalles de béton, les pavés unis, ça, c'est pas accepté. Les domestiques dangereux, tels la peinture, l'huile, les piles, etc., normalement, là, c'est pas accepté. Ça, il faut s'y livrer directement à l'éco-centre. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.